Et si, pour la première fois depuis 5 siècles, l'Afrique dictait ses propres règles à l'Occident? Imaginez le choc. Des dirigeants africains qui, face caméra et sans détour, déclarent ouvertement qu'ils ne se laisseront plus jamais intimider ni exploiter par quiconque, et que désormais, c'est l'Afrique qui tient les clés du jeu mondial. Ce n'est plus un rêve lointain. Aujourd'hui, sur la scène internationale, la voix de l'Afrique s'élève, plus forte et plus unie que jamais, pour défendre un principe simple mais révolutionnaire: contrôler ce qui lui appartient, négocier d'égal à égal, et rejeter toute forme de néocolonialisme masqué sous le vernis de l'aide au développement ou de la promotion de la démocratie. Parce que la réalité, c'est que personne ne peut ignorer le poids de l'Afrique dans l'économie mondiale. Qui, aujourd'hui, peut se passer du cobalt, du coltan, du cuivre ou de l'uranium africain? Qui peut avancer sans le gaz naturel du continent, sans ses terres rares, sans la vitalité de sa jeunesse? Même les plus grandes puissances admettent à demi-mot: une grande partie de notre avenir dépend de ce qui se passe en Afrique. Mais alors, si l'Afrique détient tant d'atouts, pourquoi subir encore les règles imposées de l'extérieur? Écoutez ce que disent les présidents africains lors du dernier sommet de l'Union africaine. Nous ne serons pas les spectateurs de notre propre histoire. Nous n'accepterons plus que nos ressources, notre roche, notre sol et notre poussière, comme l'a souligné le président Cyril Ramaphosa, servent les intérêts des autres pendant que nos peuples attendent les fruits du développement. Il est temps de parler d'une seule voix, face à une pression occidentale qui change de visage, mais pas toujours de logique. Pourtant, l'enjeu va bien au-delà de la fierté ou des principes. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est la souveraineté même de l'Afrique, le droit de choisir ses partenaires, de tracer sa propre trajectoire et de sortir enfin du cycle de dépendance. Mais ce moment est fragile. Face à la rapidité des bouleversements géopolitiques, une occasion historique se présente, celle de redéfinir la place de l'Afrique dans le monde. La rater, c'est risquer de voir le continent replongé dans des schémas imposés, privé de son influence et de sa capacité à générer richesse, stabilité et respect. Alors, l'Afrique peut-elle vraiment imposer ses conditions à l'Occident? Est-ce le début d'une nouvelle ère où le continent affirmera sa puissance et sa souveraineté, ou un simple mirage? Avant de répondre, il faut comprendre comment nous en sommes arrivés là. Plongeons ensemble dans le contexte historique et géopolitique qui explique ce véritable retournement. Pendant des siècles, l'Occident a dicté sa loi à l'Afrique, mais les temps changent. Pour comprendre le moment historique que traverse le continent aujourd'hui, il faut revenir sur 5 siècles d'expansion occidentale. Tout commence à la fin du XVe siècle. Les puissances européennes lancent leurs grandes expéditions, s'installant d'abord sur les côtes africaines, puis avançant à l'intérieur des terres à coups de conquêtes militaires, de traités inégaux, de missions chrétiennes et, bien sûr, d'une exploitation systématique des ressources et des populations. L'Afrique devient vite le terrain de jeu des ambitions impériales, dépecée lors de conférences internationales où aucun Africain n'est invité à la table des négociations. Après la Seconde Guerre mondiale, les choses semblent évoluer. Le vent de la décolonisation souffle et les indépendances formelles s'enchaînent. Des drapeaux africains flottent désormais dans les capitales, des hymnes nationaux résonnent, les constitutions s'écrivent. Mais derrière le vernis de la souveraineté retrouvée, la domination demeure. L'aide au développement, la diplomatie, les accords militaires et même les politiques migratoires servent à maintenir une forme de contrôle. Les anciennes puissances coloniales adaptent leur stratégie. On ne gouverne plus directement, mais on influence, on impose, on conditionne. C'est à ce moment qu'émerge dans le vocabulaire africain le terme néocolonialisme. D'abord utilisé par des intellectuels engagés et des leaders révolutionnaires, il finit par s'imposer dans l'espace public, puis dans les discours officiels. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement d'un slogan militant. Le néocolonialisme est devenu le mot-clé d'un malaise collectif face à des ingérences qui se sont sophistiquées. Les conditionnalités politiques imposées à l'aide financière, la pression sur les choix diplomatiques, ou encore les règles commerciales taillées sur mesure pour les économies occidentales. Tout cela rappelle aux Africains que la partie n'est pas encore gagnée. Prenons l'exemple de la politique migratoire américaine,
où la priorité est clairement donnée aux intérêts nationaux des États-Unis, comme l'a récemment rappelé un responsable américain, notre politique migratoire doit servir l'intérêt national. Point final. Les pays occidentaux décident qui a le droit de circuler, qui peut bénéficier de leur marché, qui a accès à la technologie, qui possède le droit de choisir ses partenaires économiques. Les discussions sur la démocratie, les droits humains ou la bonne gouvernance servent parfois d'argument pour imposer des modèles, retarder des investissements ou bloquer l'accès à des financements, surtout lorsque les choix africains ne coïncident pas avec les priorités de l'Occident. Et pourtant, aujourd'hui plus que jamais, le mot néocolonialisme revient en force dans les sommets officiels africains, dans les réunions panafricaines, dans les déclarations des chefs d'État. Ce n'est plus seulement la voix des militants, mais celle de dirigeants qui, collectivement, exigent la redéfinition des règles du jeu mondial. Car ce qui est en jeu, c'est l'avenir du continent. La souveraineté économique, la capacité à créer de la richesse locale, à sortir du piège de la dette, à peser dans les décisions internationales. Mais attention, sans une compréhension claire de cette histoire, l'Afrique risque de tourner en rond, de répéter ses erreurs et de rester enfermée dans un cycle de dépendance structurelle. Savoir d'où l'on vient, c'est aussi savoir choisir où l'on va. Mais concrètement, qu'est-ce qui change dans l'attitude des dirigeants africains aujourd'hui? Un bras de fer inédit entre les capitales africaines et l'Occident. Qui impose réellement ces conditions? Depuis quelques années, une vague de résistance diplomatique traverse l'Afrique. Les dirigeants, qu'ils soient au sud, à l'ouest ou à l'est du continent, semblent avoir accordé leur violon pour envoyer un message clair à l'Occident. Le temps du néocolonialisme, même sous de nouveaux habits, est révolu. Ce rejet n'est plus seulement le fait de quelques universitaires ou militants. Aujourd'hui, ce sont des chefs d'État qui, dans leurs discours officiels, dénoncent l'emprise persistante des anciennes puissances coloniales. Selon eux, l'indépendance politique n'a que trop rarement rimé avec souveraineté réelle. Derrière l'aide au développement, les accords commerciaux soi-disant gagnant-gagnant ou les missions de maintien de la paix, ils pointent une réalité. L'Afrique reste souvent cantonnée à un rôle de fournisseur de matières premières et de marché captif, sous le regard bienveillant ou paternaliste des capitales occidentales. Prenons l'exemple des clauses restrictives que l'on retrouve régulièrement dans les contrats d'aide ou les accords économiques. L'aide au développement est fréquemment conditionnée à la bonne gouvernance, à la démocratie ou à l'alignement avec des agendas géopolitiques extérieurs. Les dirigeants africains ne contestent pas la nécessité de gouverner de manière transparente et responsable, bien au contraire. Mais ils dénoncent le ton prescriptif et parfois condescendant de certains partenaires occidentaux qui, sous couvert de standards internationaux, imposent des réformes taillées sur mesure pour leurs propres intérêts. De quoi alimenter l'exaspération sur le continent, particulièrement chez les jeunes générations et les mouvements de la société civile, qui voient là un frein à l'innovation et à l'expérimentation adaptés aux contextes africains. Face à cette pression, l'Afrique ne se contente plus de protester. Elle agit. Plusieurs présidents, lors de sommets régionaux ou d'interventions publiques, insistent désormais sur la nécessité de partenariats équilibrés, fondés sur le respect mutuel et la reconnaissance du droit des États africains à choisir leur chemin, sans ingérence. Ce n'est pas qu'une question de posture. Sur le terrain, on observe une véritable diversification stratégique. Les gouvernements africains multiplient les ouvertures vers l'Asie, le Moyen-Orient, l'Amérique latine. La Chine, l'Inde, la Turquie, le Brésil ou les pays du Golfe deviennent des partenaires de plus en plus influents, offrant de nouvelles alternatives au tout Occident. Cette diversification change la donne, notamment dans des secteurs cruciaux comme les minerais stratégiques. Désormais, certains États africains conditionnent l'accès à leurs ressources à des engagements concrets de transformation locale, d'investissement industriel ou de partage plus équitable de la valeur créée. Les vieilles règles du jeu, où l'Afrique exportait ses matières premières brutes pour les voir revenir transformées à prix d'or, sont remises en question. Pour les dirigeants africains, il s'agit d'une bataille pour la maîtrise de la chaîne de valeur, la création d'emplois et la génération de richesses sur le continent. Mais attention, ce bras de fer n'est pas sans risque.
si les pays africains échouent à défendre leurs intérêts de manière solidaire et coordonnée, ils s'exposent à la perpétuation de la dépendance, à la fuite des ressources et à la marginalisation dans un monde où les rapports de force évoluent très vite. L'enjeu, au fond, c'est la capacité de l'Afrique à sortir du cycle de domination et à s'imposer comme un acteur à part entière sur la scène mondiale. Alors, vers quoi allons-nous? Quelles conséquences ce nouveau rapport de force aura-t-il pour l'avenir du continent? Quand l'Afrique prend la main, l'équilibre mondial vacille. Aujourd'hui, les dirigeants africains ne se contentent plus de réclamer, ils imposent de nouvelles règles du jeu. Le message est clair. Les partenariats ne peuvent plus reposer sur la condescendance ou la prescription, mais sur la négociation, la réciprocité et le respect. À l'ère où le continent réaffirme sa souveraineté, le système international se transforme peu à peu vers une multipolarité assumée, où l'Afrique, forte de sa jeunesse, de ses ressources stratégiques et de son dynamisme démographique, occupe une place centrale. Ce bouleversement a déjà des répercussions concrètes. Sur le plan commercial, l'Afrique accélère l'intégration régionale, notamment avec la zone de libre-échange continentale africaine. Objectif: renforcer les échanges intra-africains, réduire la dépendance au marché extérieur et créer des chaînes de valeur capables de rivaliser sur le plan international. Dans les négociations avec les partenaires extérieurs, qu'ils viennent d'Occident, d'Asie ou du Moyen-Orient, les conditions changent. Les dirigeants africains exigent désormais des accords équilibrés qui favorisent la transformation locale, l'emploi et l'innovation, plutôt que l'exportation brute de matières premières. Sur le plan sécuritaire, la donne évolue aussi. Si la coopération avec les puissances occidentales reste importante, elle est désormais remise en question chaque fois que les intérêts locaux paraissent relégués au second plan. Beaucoup de voix s'élèvent pour exiger que l'aide sécuritaire soit alignée sur les priorités africaines et non dictée par des agendas extérieurs. Cela se traduit par une diversification des partenariats, l'arrivée d'acteurs nouveaux et une volonté de négocier chaque accord dans la transparence et l'intérêt commun. Mais ce virage stratégique n'est pas sans risque. Diversifier ses alliances, c'est aussi s'exposer à d'autres formes de dépendance si la négociation n'est pas menée avec rigueur. Les investissements venus d'Asie ou du Moyen-Orient peuvent comporter leurs propres conditions, parfois tout aussi contraignantes. Pour éviter de retomber dans un cycle de domination, l'Afrique doit apprendre à naviguer habilement dans ce nouvel écosystème international, se doter d'institutions solides et garantir la transparence de chaque partenariat. Ce qui rend ce moment unique, c'est l'énergie de la jeunesse africaine et l'engagement de la société civile. Partout sur le continent, les mouvements citoyens, les entrepreneurs et les intellectuels réclament une posture diplomatique affirmée, un refus du statu quo et la fin des dépendances héritées. Les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel. Ils amplifient les débats sur la dignité, la justice économique et la souveraineté, forçant les leaders à rendre des comptes et à aligner leurs discours avec les aspirations populaires. L'enjeu est immense. Il s'agit pour l'Afrique de choisir entre deux voies. D'un côté, l'émergence d'une prospérité inédite, fondée sur la maîtrise de ses ressources et l'ouverture de nouvelles perspectives pour des millions de jeunes. De l'autre, le risque de glisser vers de nouvelles formes de dépendance si la vigilance faiblit ou si les négociations manquent de transparence. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit au quotidien par des choix stratégiques, une gouvernance exigeante et un dialogue constant entre dirigeants et citoyens. Alors, à quoi ressemblera l'Afrique de demain? Quelles leçons tirer, non seulement pour les chefs d'État, mais aussi pour chaque citoyen africain qui aspire à un destin souverain et prospère? Refuser le néocolonialisme ne suffit pas. Il faut bâtir une souveraineté exigeante et responsable. Oui, l'Afrique réclame plus de respect, plus d'équité dans ses partenariats et le droit de choisir sa propre voie. Mais cette ambition, pour devenir une véritable force de transformation, doit s'accompagner d'un engagement sans faille pour la responsabilité, l'inclusion et la transparence sur le continent lui-même. Rejeter les anciennes règles du jeu mondial, c'est aussi accepter de ne plus pouvoir blâmer l'extérieur à chaque difficulté. Une souveraineté retrouvée oblige les dirigeants africains à rendre des comptes à leur peuple. Plus de pouvoir, c'est aussi plus d'obligations de résultats. Cela commence par une gestion rigoureuse des ressources stratégiques.
Alors que le monde se tourne vers l'Afrique pour le cobalt, le lithium ou d'autres minerais essentiels à la transition énergétique, il devient vital que chaque contrat signé profite avant tout aux citoyens du continent. Exiger que la transformation des matières premières se fasse localement, imposer des transferts de technologie dans les accords, ce n'est plus une option, mais une nécessité. Sortir du schéma « on extrait, on exporte, on dépend », c'est le nouveau défi. Cela implique également de diversifier les partenariats, pas seulement dans les discours, mais dans les faits. Aujourd'hui, l'Afrique noue des liens avec l'Asie, le Moyen-Orient, l'Amérique latine, mais attention à ne pas remplacer une dépendance par une autre. Chaque nouveau partenariat doit être évalué à l'aune de l'intérêt africain, et non au gré de promesses faciles ou de financements rapides qui pourraient compromettre l'avenir. Cela veut dire plus de transparence dans la négociation des contrats, plus de débats publics autour des avantages réels de ces accords, et surtout, une société civile mobilisée et vigilante pour alerter en cas de dérive. Mais la clé pour transformer ce tournant diplomatique en progrès réel, c'est d'abord l'intégration régionale. Le poids de l'Afrique viendra aussi de sa capacité à créer des chaînes de valeur intra-africaines, à renforcer le commerce entre ses propres pays, à miser sur la zone de libre-échange continentale pour réduire la dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs. Plus d'intégration, c'est plus de résilience face aux chocs internationaux, mais aussi plus de possibilités de monter en gamme industrielle à l'échelle du continent. Et puis, il y a l'immense force de la jeunesse africaine. Ce sont les jeunes, les entrepreneurs, les innovateurs, les militants de la société civile qui doivent être au cœur de cette nouvelle ère. Leur rôle sera de surveiller les gouvernements, de proposer des alternatives, de pousser pour que l'éducation, l'innovation et la création de richesses locales deviennent des priorités absolues. Car l'opportunité est historique. Si l'Afrique rate ce virage, elle risque de condamner une génération, voire plus, à la pauvreté et au sous-développement, prisonnière du vieux cycle matières premières, dépendance, frustration. Refuser le néocolonialisme, c'est donc beaucoup plus que de changer d'interlocuteur ou de drapeau. C'est placer la barre plus haut pour soi-même. C'est organiser la vigilance citoyenne et la rigueur institutionnelle. C'est exiger la transformation locale, investir dans l'éducation et l'innovation, et faire de l'intégration africaine une réalité vécue, pas un slogan. Alors, que faire aujourd'hui, concrètement, pour que l'Afrique devienne véritablement maître de son destin? L'Afrique n'est plus un pion de l'histoire, elle en devient l'auteur. Aujourd'hui, ce sont les peuples africains, à travers leurs dirigeants, leur jeunesse et leur société civile, qui reprennent la plume et écrivent eux-mêmes le prochain chapitre de leur destin. Pendant trop longtemps, les politiques extérieures, les accords commerciaux et l'aide internationale ont été dictés selon les intérêts d'autrui, souvent sous prétexte de développement ou de stabilité. Mais la donne change. Le continent affirme désormais haut et fort sa souveraineté, refuse les injonctions et exige des partenariats fondés sur le respect mutuel et la réciprocité. Cette transformation ne se limite pas aux déclarations des chefs d'État dans les forums internationaux. Elle s'incarne dans des choix très concrets, renégociation des accords commerciaux, exigence de transformation locale des richesses, ouverture à de nouveaux partenaires venus d'Asie, du Moyen-Orient ou d'Amérique latine. Les ressources stratégiques de l'Afrique, minerais rares, cobalt, lithium, deviennent des leviers de négociation puissants. Grâce à eux, le continent impose des clauses de transfert technologique, de partage équitable des revenus, qui stimulent enfin l'industrialisation locale, au lieu de perpétuer la dépendance à l'exportation brute. Mais au-delà des négociations diplomatiques, l'enjeu est aussi citoyen. Car ce virage ne pourra s'inscrire dans la durée que si chaque Africain, où qu'il soit, prend conscience de son rôle dans cette dynamique. La vraie souveraineté, ce n'est pas seulement celle des institutions, c'est aussi celle du peuple, sa capacité à questionner, à s'informer, à exiger des comptes. Qu'il s'agisse de surveiller la transparence des nouveaux accords, de soutenir les initiatives qui valorisent les talents locaux ou de refuser les conditionnalités qui perpétuent des rapports de force inéquitables, chacun a un rôle à jouer. C'est la jeunesse, ultra connectée, qui porte haut la voix du continent sur les réseaux,
qui refuse l'humiliation, qui revendique la dignité, l'opportunité et la fierté d'appartenir à un continent en pleine mutation. Les associations, les mouvements citoyens, les experts multiplient les débats sur la dette, les injustices passées, la place de l'Afrique dans la mondialisation. Cette vigilance collective est le meilleur rempart contre toute forme de domination déguisée. Mais attention, ce nouveau rapport de force, il faudra le préserver, le renforcer, l'adapter sans cesse. Car les intérêts mondiaux autour des ressources africaines ne faibliront pas, et certains tenteront encore d'influencer les choix du continent avec des promesses ou des pressions. La responsabilité de chaque citoyen, c'est de rester alerte, d'exercer son esprit critique et d'interpeller ses dirigeants si les choix faits ne servent pas l'intérêt général. Alors, souvenons-nous, l'Afrique ne subit plus le monde, elle le façonne. C'est maintenant, par nos choix collectifs et individuels, que nous pouvons garantir que cette souveraineté retrouvée devienne irréversible. Le destin du continent est entre nos mains, à nous de l'écrire, ensemble.